Excellent. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, la conférence que nous entendons aujourd'hui a lieu dans le cadre du cours de droit municipal que j'ai le privilège d'enseigner aux étudiants et étudiantes du baccalauréat en droit de l'Université Laval. Comme vous le savez, ça faisait un bon moment que ce cours ne s'était pas donné ici. Et à la demande notamment des membres de l'association étudiante qui ont un intérêt marqué, de toute évidence, pour le droit municipal, il a été décidé de remettre ce cours à l'horaire cet hiver. La formule que je tente de préconiser cette année est de voir les trois thèmes classiques du droit municipal à travers les enjeux contemporains. Donc, on s'intéresse évidemment à l'organisation municipale, à l'activité municipale, au contrôle judiciaire et politique de l'activité municipale, mais à travers des enjeux contemporains qui animent les discussions de la vie municipale. Aujourd'hui, grâce à ma collègue Christine Vizina qui est à ma gauche, à l'aide précieuse de Camille Betancourt et à la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, nous avons le plaisir d'entendre la professeure Lucie Lamarche sur l'un des enjeux contemporains du droit municipal, la question du droit à la ville. J'invite donc Christine Vizina à nous dire quelques mots sur la communauté de recherche-action et sur notre conférencière. Merci Antoine. Alors, merci beaucoup pour cette belle initiative. C'est très intéressant cet événement aujourd'hui, en fait, où la salle de cours est ouverte à tous et toutes. Alors, je suis très heureuse de participer à cet événement de démocratie universitaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, exercice. Enfin, alors, voilà, je suis donc très heureuse de participer à cet événement. Je m'appelle Christine Vizina et, comme le disait Antoine, je suis responsable de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. C'est un partenariat de recherche qui regroupe 25 partenaires, des co-chercheurs, des partenaires, des partenaires institutionnels, des organisations de la société civile. On est donc tous et toutes réunis dans ce partenariat de recherche pour documenter la situation des droits économiques, sociaux des droits économiques et sociaux en droit constitutionnel canadien, en droit quasi-constitutionnel québécois. Lucie Lamarche est une co-chercheure de ce partenariat de recherche, une co-chercheure importante qui, ma foi, n'a pas besoin d'être présentée, mais je vais quand même, pour la forme, m'adonner à cet exercice. Donc, nous avons bien sûr le privilège de la recevoir aujourd'hui. Un privilège parce qu'elle va donc s'entretenir sur un sujet qui, ma foi, est somme toute assez peu encore documenté dans la littérature québécoise. Alors, on a la chance d'avoir Lucie Lamarche avec nous qui réfléchit déjà à ces questions depuis plusieurs années. Elle est donc, Lucie, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Elle est professeure associée à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Ses travaux sur les droits humains et plus particulièrement sur les droits économiques et sociaux et sur les droits des femmes sont reconnus au Québec, au Canada et mondialement. Elle est récipiendaire de nombreux prix et honneurs, dont le prix Pierre Dansereau pour l'engagement social d'une chercheure de l'ACFAS, et elle est membre de la Société royale du Canada depuis 2016. Elle siège aussi, la professeure Lamarche, au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Sa communication d'aujourd'hui s'intitule « Les droits humains dans la ville ». Et donc, je vous cède de maintenant la parole. Merci, Lucie. Merci, Christine. Bonjour tout le monde. Tantôt présent dans ce magnifique amphithéâtre de la faculté de droit qui me rend totalement jalouse, aux amis et collègues qui sont en ligne. Peut-être quelques petites règles d'intendance. Alors d'abord, ceux et celles qui sont en ligne trouveront sur le, faut pas dire chat, mais enfin, une bibliographie et un plan de présentation. J'ai pensé que on était tous au mois de mars en overdose de PowerPoint, alors je suis retournée à la méthode du 19e siècle, le plan de cours. Je ne sais pas qui de Camille ou Christine géreront les mains humaines et les petites mains jaunes. Je m'en remets totalement à vous et je comprends que nous disposons d'un total d'à peu près 85 minutes. Est-ce que j'ai raison de croire cela? Tout à fait. Merci. Puis évidemment, merci au professeur Pellerin de sacrifier un cours. C'est toujours tellement pénible de sacrifier un cours
pour le partager avec un sujet que je décris comme un sujet échevelé. Alors, les municipalistes rigoureux seront déçus ou déroutés. Je vous laisse choisir. Ceci n'est pas une présentation en droit municipal, mais ce que ça tente d'explorer, c'est l'interface entre la ville et les droits humains. Alors, j'attaque mon petit plan. Quelques éléments de contexte au départ. Euh, Grosse nouvelle, selon les Nations unies, en 2050, plus ou moins, le pourcentage mondial de la population urbaine sera d'environ 68%. Alors, c'est une inversion radicale si on compare aux données démographiques des années 50. Évidemment, il faut manipuler le concept de ville avec des pincettes. Pensez à des mégavilles, Mexico, Cape Town, Joburg, Nairobi, Kinshasa, Brasilia, Rio, mais pensez aussi à Drummondville, Ristigouche, Gaspé, Edmonton. Alors, la ville, c'est un concept extrêmement élastique. Ce qui ici lui confère un dénominateur commun, c'est la densité de personnes titulaires de droit dans son espace géographique. Je manque toujours dans cette anecdote, il n'y en a pas une, mais qui fut révélatrice pour moi au début des années 2000. J'ai eu vraiment la chance de développer avec le regretté Warren Allman un règlement de la Ville de Montréal qui s'appelle la Charte montréalaise des droits et responsabilités des citoyens. C'est vraiment une fabuleuse expérience, mais c'est dans ce, j'y reviendrai brièvement un peu plus tard, mais c'est dans ce contexte, ça fait déjà 20 ou 25 ans que j'ai découvert un truc sur lequel j'avais un angle mort total. C'est la dynamique des réseaux mondiaux de villes. Je ne savais pas qu'il existait des réseaux mondiaux de villes qui sont devenus, alors évidemment, je me suis mise à les suivre de près lors de cet épisode pour réaliser que ce sont des acteurs importants de la mondialisation du droit transnational, international dans à peu près toutes les sphères, le commerce, l'environnement, les droits humains. Et je n'ai pas lâché le morceau depuis d'une certaine façon. Un autre élément factuel qui pourrait vous intéresser, pour ceux d'entre vous qui gardez un œil sur le droit international public ou le droit international des droits humains, avant que les Nations unies ne soient happées par les tristes événements belliqueux des 2 ou 3 dernières années, ils avaient mis en chantier un truc qui s'appelait le High Level Advisory Board et qui consistait finalement à reprendre l'échec du rapport Cardozo et tenter de reconfigurer, le mot est à la mode, des Nations unies plus inclusives. Et c'était vraiment intéressant que dans ce rapport 2021, il y avait un long paragraphe. Il est encore en ligne d'ailleurs. Il y avait un long paragraphe sur le rôle de la ville, cities as stakeholders, dans le document. Et il y avait de l'incertitude quand vous allez lire les documents de référence, comment les États vont se comporter, qu'est-ce que c'est que ce truc, la ville en droit international public, c'est non seulement c'est hérétique, mais c'est contre-intuitif. J'avoue que l'initiative s'est un peu essoufflée depuis, mais il y a tant d'insatisfaction de toutes sortes aux Nations unies que je doute qu'elles s'évanouissent définitivement. Donc, la ville, l'autre truc extrêmement intéressant dans ce parcours ville et droits humains, c'est qu'on ne peut pas avoir plus multidisciplinaire que ce thème. Alors, c'est avant tout le fief des géographes et des juristes qui s'intéressent au cas théorique de la géographie ou des géographies du droit, mais c'est évidemment aussi celui des sociologues, des politologues, des philosophes. Ben, les juristes sont un peu comme des encombrants, je dirais. On ne sait pas trop quoi faire avec, mais ils ont déployé dans les 2 dernières décennies beaucoup de créativité pour arrimer les droits humains comme contenu juridique à la ville. Et c'est un peu ça que je vais tenter
d'explorer avec vous. Moi, je suis une bavarde, je vois la salle, mais je ne vous vois pas dans la salle, donc n'hésitez pas à me ralentir, m'interrompre ou je ne sais pas quoi encore. Si vous avez l'impression que vous ne me suivez plus, ça sera probablement de ma faute d'ailleurs. Donc, la ville, elle est au cœur c'est l'évidence même, plusieurs enjeux contemporains, les migrations, la sécurité, le commerce, le logement, les changements climatiques, la santé publique, les pandémies, épidémies, la culture et quoi encore. C'est aussi, sur le plan théorique, c'est intéressant de s'en souvenir, le lieu de plusieurs expressions anarchiques et anarchistes. Sur le plan théorique, c'est un terrain qui est très occupé et qui, historiquement, a été occupé notamment par Henri Lefebvre. Je reviens dans une seconde. Il y a aussi les sociologues qui décrivent, Saskia Sassen, par exemple, qui décrivent la ville comme un peu le lieu de toutes les violences, entendues au sens large et holistique. Et c'est vrai tant pour les métavilles que les villes de taille plus modeste. Je pense par exemple à cette initiative de la Ligue des droits et libertés. Vous allez trouver ça sur leur site web, Droit de manifester, qui finalement consiste à brider les règlements municipaux de villes et de petites villes au Québec qui ont un peu trop d'ambition avec leur façon d'encadrer le droit de manifester. Donc, ce n'est pas seulement le problème des métavilles, de parler de la ville et des droits humains. Alors, réglons en deuxième point quelque chose extrêmement rapidement. Quels droits humains? Ben, dans le petit plan proposé, je vous propose la définition la plus élémentaire possible, et ce n'est pas là-dessus que je veux m'étendre, c'est les 9 traités les plus largement ratifiés et qui composent la Charte des droits de l'homme au sens large ou qui organise le travail du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies. Donc, bien sûr, les 2 pactes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, droits de l'enfant, migration, personnes en situation de handicap et quelques autres. Alors, voilà, c'est la corbeille classique des droits humains. Ce n'est pas l'objet de la présentation, mais il faut toujours répondre à la question, ville et droits humains, quels droits humains? Ce qui m'amène au point peut-être plus important de la présentation que j'ai appelé les droits humains dans la ville, enjeu de conceptualisation. Alors, c'est un thème qui, comme tant d'autres, voyage beaucoup entre le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Alors, Right to the City, vous traduisez, ça glisse un petit peu. Ou Human Rights in the City, ça glisse un petit peu. Ou City of Human Rights, ça glisse encore plus. Donc, pour le bénéfice de notre discussion, on va se contenter de reconnaître le point d'intersection entre la ville et les droits humains sans nécessairement opérer de la nanochirurgie sur les différences. Il y en a quelques-unes sur lesquelles j'insiste quand même dans ce point. Donc, le droit à la ville, ce n'est pas un concept normatif. Alors, je vous renvoie aux travaux de Manuel Castells, à ceux d'Henri Lefebvre. C'est la grande effervescence des années 70. C'est la ville, lieu de construction démocratique et de participation. Bon, Lefebvre n'a jamais prétendu qu'il fallait normaliser ou incorporer dans le droit à la ville. C'est un lieu mouvant, c'est un concept politique. C'est quand même un peu la pierre philosophale à partir de laquelle d'importants réseaux de villes européennes se sont créés, commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que cette échelle des droits humains qui est celle de la ville? Ce n'était pas le chantier d'Henri Lefebvre, ce n'est pas non plus celui de Manuel Castells, mais c'est un peu de cette conception philo-politologique qui a été l'impulsion première à ce chantier de la ville dans les droits humains. Alors, si on parle des droits humains dans la ville, il faut reconnaître que c'est un truc qui émerge
les années 80-90 dans un contexte particulier qui est celui partout dans les pays de l'OCDE et pire encore, dans les pays moins riches qui ont été soumis à des générations successives de programmes d'ajustement structurel. Donc, le contexte, c'est la décentralisation et la dévolution intensive des responsabilités, hein. Alors, l'État recule, envoie ça au régional, au local, mais oublie d'envoyer le chèque, ce qui a causé des problèmes importants dans plusieurs grandes villes. Donc, ça, c'est en anglais, on évoque toujours Thatcher et le néolibéralisme. C'est pas faux, c'est un peu court comme référence, mais pensez à ce contexte où une ville en détresse qui s'intensifie sur le plan démographique reçoit la chose comme une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'elle touche du doigt ses responsabilités qui s'intensifient, mais reçoit toujours pas le chèque, ou alors va se posturer différemment et cesser de considérer que l'État central est le sparadrap à tous ces mots réglementaires et budgétaires. Deux exemples pour illustrer cela. Alors, par exemple, les villes américaines, c'est un cas d'école dans la littérature Human Rights City. Alors, c'est bien connu que les États-Unis, ce pas des grands ratificateurs de traités de droits humains. Ils ont un droit constitutionnel compliqué, mais évidemment, il y a un contexte politique dont il faut tenir compte. On en est à 50 quelques grandes villes américaines qui ont décidé d'organiser leur appareil législatif et réglementaire en fonction de normes internationales auxquelles les États-Unis n'ont pas souscrit. Alors, la convention la plus populaire, c'est la CEDAW. C'est celle pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On dit ça juste une fois, pas deux, en 90 minutes. Et c'est San Francisco qui a donné l'impulsion et qui vraiment a décidé de prendre sur elle, avec son appareillage juridique et réglementaire, l'incorporation des engagements de la CEDEF. Ensuite, les droits de l'enfant, travailleurs migrants, etc. Donc, les villes se parlent entre elles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un réseau de villes de droits humains à l'échelle des États-Unis qui échangent tantôt des modèles réglementaires, des forums de meilleures pratiques pour dire, mais on s'en fout éperdument de Washington, on n'est pas Trumpiste pour autant, et on va incorporer chez nous, développer une posture de responsabilité urbaine envers les droits humains parce que nos résidents, certaines villes disent, quel que soit leur statut, sont titulaires de droits humains. Et ça va jouer sur un ensemble de politiques publiques et organiser ou inspirer ou cadrer nos politiques publiques à l'échelle municipale. Et ces 50 quelques villes ne sont pas toutes de très grandes villes, mais c'est un mix de grandes villes et de villes de taille moyenne. Alors, il y a une abondante littérature qui s'attarde à chacune des expériences. C'est vrai que certaines sont plus concluantes ou probantes que d'autres, mais c'est cette idée, le mot sophistiqué, c'est interscalaire, n'est-ce pas, où la ville dit « Je ne suis pas une créature subordonnée au pouvoir de l'État central de m'engager sur la scène internationale, je m'engage. » Et ce réseau américain fait partie, évidemment, d'un réseau mondial, j'y reviendrai. Il y a d'autres exemples qui mobilisent de villes qui mobilisent le droit international des droits humains devant des juridictions internationales ou régionales. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familière avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est la grande Europe, ce n'est pas l'Europe de l'Union européenne. La ville d'Utrecht est souvent citée dans la littérature comme celle qui a poursuivi son État devant le Comité européen des droits sociaux qui lui a donné raison. Et qui lui a donné raison sur un mode mi-figue, mi-raisin, en rappelant aux Pays-Bas qu'ils ne respectaient pas
les engagements qu'ils avaient pris envers un certain nombre de traités du Conseil de l'Europe, dont la Charte sociale européenne. En l'espèce, il était question des migrants, hein, cette grande vague de villes européennes, question extrêmement complexe, qui accueillent, mais qui n'ont pas toujours les ressources pour déployer des services qui sont à la hauteur des engagements que les traités régionaux européens déclinent envers tant les personnes documentées que non documentées. Alors, essentiellement, la stratégie du TREC, c'était de dire, je vais mobiliser le droit international pour recevoir les ressources que je ne reçois pas, non pas au nom des tensions habituelles entre les ordres de gouvernement, mais au nom des droits humains des personnes qui physiquement sont sur mon territoire, celui de la ville d'Utrecht et une troïka d'autres villes de la même région ont suivi. Donc, c'est vraiment l'image la plus forte, c'est l'échelle qui bouge et qui, dans les faits, met un peu au défi les théories classiques tant de droit constitutionnel que de droit international. Ça, c'est les droits humains dans la ville. Alors, voilà mes deux exemples empiriques qui m'épargnent de bien longs détours théoriques sur la distinction entre les droits humains dans la ville et la ville des droits humains. Alors, la ville des droits humains, c'est tout de même autre chose, dirais-je, c'est la ville qui s'affiche ou qui s'affirme comme étant responsable de la protection, la promotion et la mise en œuvre des droits humains et qui ne s'affiche pas seulement comme étant aux prises avec une empirie de violations de droits humains. Alors, il y a un traité européen, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un déploiement européen, cette problématique. Ce traité européen, c'est la Charte européenne de l'autonomie locale. Et dans mon petit plan, là, vous allez retrouver l'extrait de certains considérants de cette Charte européenne de l'autonomie locale, qui est la STE, série des traités européens 122, qui a été adoptée en 1985 et qui dit convaincu que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs. C'est un peu comme si on dit les droits humains dans la ville, c'est un aspect, une déclinaison des principes constitutionnels non écrits jusqu'à un certain point. Donc, c'est assez puissant. Évidemment, il faut recevoir cette affirmation dans le contexte européen qui se présente bien différemment sur le plan du droit supranational que ce n'est le cas de notre Canada, que je décris toujours comme un orphelin en droit international, parce qu'on n'est pas parti à grand-chose sur le plan régional, en tout cas. Donc, vous ne retrouverez pas dans ces considérants le droit à la ville, c'est d'autres qui vont mettre ça au menu, mais vous trouvez le citoyen dans la ville et donc la ville des droits humains, parce que ces municipalités disent, pour ce faire, j'ai besoin de l'autonomie locale. Je ne suis pas que subordonné à l'ordre étatique supérieur. Je revendique, j'affirme mon autonomie et je vais l'exercer au nom des droits humains. Ce déploiement des années 80 se produit en complicité avec un réseau de villes très important et de plus en plus important, des milliers de villes en font partie, qui est le CGLU UCLG, qui est une OBNL finalement, mais qui rapidement s'est positionné à partir de l'initiative de Barcelone. Barcelone est une ville qui croit résolument, pour les raisons que l'on sait notamment, à l'autonomie locale et qui a impulsé le développement de ce réseau international de villes. Et là, au plan, je vous propose ou j'énonce 3 documents qui n'ont absolument aucune portée juridique à ce jour, mais qui sont des vecteurs de
partenariat à l'échelle internationale, tant avec les institutions financières internationales que les Nations unies, que UNDP. On reconnaît CGLU et on reconnaît, ils appellent ça des chartes, les chartes, la Carta qu'ils ont adoptée, donc la Charte européenne des droits de l'homme. Comptez pas sur les Européens pour utiliser droits humains, on passe. La Charte agenda mondiale des droits de l'homme dans la cité, qui est de 2012, beaucoup plus récente, et surtout les principes de Gwangju. La Corée du Sud a un peu pris le relais de Barcelone dans cette impulsion d'un réseau mondial de villes. Je répète, ce réseau, il s'exprime absolument partout sur les tribunes des institutions internationales. Et c'est Gwangju, en 2014, qui, au premier principe que j'énonce en haut de la page 3, là, ou pas loin, et non, son premier principe, c'est the right to the city. Tout le monde a fait, oh, wow, Lefebvre est de retour. Et ça va comme suit, il n'y a pas de version française. The Human Rights City respects all human rights recognized by the existing relevant international human rights norms and standards, such as the Universal Declaration and national constitutions. And Human Rights City works toward the recognition and implementation of the right to the city in line. Alors, en accord avec quoi? Social justice, equity, solidarity, democracy, sustainability. Vous trouvez tous les grands termes actuels, plus ou moins heureusement déployés, mais néanmoins des Nations unies et des institutions spécialisées qui entourent les Nations unies. Et là, on a une nouvelle intersection, un peu comme ça que le concept est géré de nos jours, entre les droits humains dans la ville et le droit à la ville qui est à la fois aspirationnel, procédural, beaucoup d'emphase sur la participation, et substantif. Pourquoi? Parce que UC, je suis toujours accroché dans cet acronyme, CGLU, SIGLU, comme on dit, SIGLU travaille beaucoup par thématique. Alors, si vous avez les villes africaines SIGLU, vous allez avoir l'eau potable, les migrations, SIGLU Amérique latine, beaucoup participation démocratique, logement, SIGLU Europe, beaucoup compétences des administrations locales, mais il y a c'est comme le jazz fusion. Tout ceci se retrouve dans les documents adaptés par SIGLU qui prennent dans leur petite serviette et qu'ils amènent aux Nations unies pour dire finalement, j'hésite à utiliser le mot lobbying, mais pour faire des représentations à l'effet qu'on ne peut pas ne pas entendre, considérer et reconnaître l'autonomie locale des villes lorsqu'on parle de droits humains. C'est clair que l'agenda de SIGLU, c'est pas de décentrer l'État central, mais c'est de sortir un peu d'une trappe de sable. Si vous êtes familier avec les travaux des organes de traité des Nations unies, vous êtes un peu là de cette phrase classique dans les conclusions et qui va comme suit. État central, c'est à vous que je parle, vous devez disséminer auprès des autorités sub-authorities. Bon, alors, au Canada, ce serait autant les provinces que les municipalités, les engagements que vous avez pris au plan international et convaincre ces sous-autorités ou autorités subordonnées de leurs obligations à vertu des engagements que vous avez pris, de sorte que si ça dérape quelque part, c'est votre faute à vous, mais c'est votre seule responsabilité de veiller à ce que vos engagements internationaux soient déployés finalement au plus près des populations et notamment des populations urbaines. C'est extrêmement circulaire, très prévisible. Dans le cas du Canada, certainement pas productif.
il existe encore plusieurs provinces canadiennes. Quand vous revenez de Genève avec votre petit papier qui s'appelle conclusion finale suite à l'examen de l'un ou d'un autre rapport de ce pays. Les provinces qui font bof, alors si les provinces font bof, vous pouvez conclure que les municipalités font encore plus bof, mais cela a récemment changé. Parce que maintenant, vous allez trouver des villes canadiennes qui soumettent aux organes de traité des Nations unies ce qu'on appelle des rapports alternatifs, parce que la porte est procéduralement ouverte dans les comités de traité pour recevoir des rapports venant de la société civile. Alors là, on n'a pas fait la distinction nette entre l'autorité publique qui est une ville et la société civile, mais les villes canadiennes ont commencé dans les faits à s'adresser au comité des Nations unies, travailleurs migrants. Il y a quelques villes, je pense que c'est Etobicoke et Windsor en Ontario. Colombie-Britannique est assez les villes sont assez rompues à cet exercice. Ils l'ont fait notamment sur la crise des opioïdes, le travail policier et le pacte sur les droits civils et politiques. Alors, vous avez comme ça partout des fragments d'étoiles de villes qui disent, et ça m'apparaît hautement symbolique, on veut plus seulement inscrire notre petit paragraphe dans le rapport étatique, on s'inscrit comme communauté locale autonome, on a des responsabilités envers les droits humains et s'il y a des situations à dénoncer, soit on manque de compétences, soit on manque de moyens, soit on ne sait pas trop parce que c'est mouvant, on va mobiliser, harnacher le droit international, revenir chez nous et s'ancrer dans une communauté de villes canadiennes qui, elles, ont un puissant opérateur qui est la Fédération canadienne des municipalités, tout comme au Québec, on a l'Union des municipalités, un peu moins hardie, dirais-je, dans cette aventure. Alors ça, c'est ville et droits humains. Par contre, il y a une autre variable, je pense, qu'il faut considérer, et la littérature encore là est assez importante, c'est les villes qui se retrouvent coincées ou ne sont pas très à l'aise de l'impact qui leur échoit suite aux engagements de l'État central en matière de commerce international. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a la ville qui hérite d'une tonne de contraintes parce qu'on a libéralisé ce secteur-ci ou ce secteur-là du commerce. C'est tellement vrai que je vous ai proposé un hyperlien dans le petit plan. Allez voir, il y a un document du gouvernement du Canada qui s'adresse explicitement aux administrations locales. Ils n'ont pas osé utiliser le mot ville parce que une municipalité, une ville, toutes ces fines distinctions que vous connaissez, et ça s'appelle Commerce international, un guide pour les municipalités canadiennes. Évidemment, ça impacte directement sur les grands travaux, les appels d'offres, la façon de se comporter par rapport aux interlocuteurs commerciaux internationaux, pour ne pas dire les multinationales qui font des ponts, des autoroutes, l'assainissement d'eau et toutes sortes de trucs. Or, au Canada, c'est assez compliqué parce que 80% de la densité urbaine est à moins de 200 km de la frontière américaine. Alors, en haut, là, ils en font des ponts chaussés, aqueducs et autres bidules, et ils n'ont pas nécessairement été partie prenante, ou alors ils ont été représentés de manière oblique par la Fédération canadienne des municipalités et se sentent souvent à l'étroit dans toutes ces règles qui leur échoient. L'autre cas de figure, encore là une abondante littérature, c'est les concurrences ville à ville. Alors, l'exemple des exemples, quand Amazon s'est établi à Long Island, dans l'État de New York, ils ont créé une concurrence interville aux États-Unis et ont complètement escamoté les États, Washington. Ils ont dit qui nous veut, qui est le plus offrant, et ça a été laid, vraiment laid. Mais là, les villes, les grandes villes, évidemment,
c'est assez difficile pour un petit village d'accueillir un joueur de la taille d'Amazon, j'allais dire, ou celle de Northvolt, mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Et là, c'est un autre cas de figure. C'est la concurrence ville à ville. Et donc, les villes se retrouvent un peu schizophrènes entre cette autonomie créée par le marché, l'exemple d'Amazon, ou encore ils se retrouvent en étau entre l'État central, qui ne les traite pas toujours sérieusement, et le marché mondial. Alors, c'est l'autre côté de la médaille, parce que là, elles doivent faire des arbitrages, tant sur le plan du droit de leurs résidents à la participation que sur celui du respect de la substance des droits humains, le droit à l'environnement sain étant l'un des mystères, mais ce n'est pas le seul. Hein? Pensez à l'eau potable, pensez à l'environnement. Et c'est une autre problématique qui fait dire à ces GLU, nous sommes des autorités empiriquement ou factuellement beaucoup plus autonomes et sollicitées comme telles que ce que les États centraux aiment bien croire. Alors, that's a big picture en ce qui concerne le thème de la ville et des droits humains. Est-ce qu'il y a des petites mains, des grandes mains, des mains de je ne sais pas quelle couleur? Moi, je vois rien. Je continue. Vous êtes bien tranquille tout le monde? OK, je continue. Donc, ça m'amène au point D de mon petit plan, le Canada et l'autonomie municipale. Et il y a un petit clin d'œil dans mon plan, ça dit 2 points, des poussières d'étoiles, point d'interrogation. Ah, parce on n'est pas l'Europe, on n'est pas la Corée du Sud, puis on n'a pas les problèmes des villes africaines, mais on appartient à tous ces réseaux. Une ville comme Montréal, elle est hyperactive à CGLU. Edmonton, très actif. Sherbrooke est assez engagé aussi. Et Vancouver, il va de soi. Vancouver a reçu Habitat il y a quelques années. Ça a été une formidable occasion de mettre en évidence le grand réseau de villes. Alors, je reviens à mon petit règlement municipal qui s'appelle la Charte montréalaise des droits et devoirs des citoyens, que je vous invite à lire parce qu'à chaque fois que j'en parle, je réalise que personne ne connaît ça, ou à peu près, sauf l'ombudsman de la Ville de Montréal et quelques assidus de la militance pour la participation citoyenne. C'est malheureusement peu connu. Je ne sais pas de vanter le produit, mais il y a des choses intéressantes dans cette charte qui n'est qu'un règlement municipal ordinaire. Sinon, que la charte de la Ville de Montréal prévoit qu'il ne peut être abrogé. C'était la grande hantise de la mairie, c'était l'époque du maire Tremblay, et le maire Tremblay disait, on fait tout ça, et le prochain maire va abroger le règlement. Donc, il y avait eu des représentations de fait aux affaires municipales pour que la charte prévoie que le règlement ne puisse être amendé. Quand vous lisez cette charte, premièrement, on a décidé pour rendre l'opération viable qu'elle n'énoncerait pas toute personne a droit, mais qu'elle prendrait le vocabulaire de la Charte sociale européenne, hein, les idées juridiques voyagent, et que ce serait la ville, chaque rubrique, l'eau, le logement, l'environnement, la participation, la sécurité, etc., commence par la ville s'engage à. Et la ville s'engage, par exemple, à fournir une eau potable de qualité en disant que toute personne a droit d'accéder à l'eau potable, ce qui est le langage de la Constitution d'Afrique du Sud. À l'époque, il y avait l'eau potable au Canada, les problèmes d'eau potable, ça se chuchotait. Ça ne s'énonçait pas comme un enjeu de droit humain. La même chose pour l'habitation, et les exemples pourraient se multiplier. Donc, on disait avec un petit sourire,
voilà un petit règlement municipal niaiseux qui déborde ce que le Canada reconnaît d'engagements internationaux en matière de droits humains, certainement à l'égard des droits économiques et de certains droits économiques et sociaux. Ce règlement s'est enrichi subséquemment d'un droit d'initiative qui n'était pas la discussion n'était pas tout à fait au point lors de l'adoption d'origine du règlement créant la Charte montréalaise des droits et responsabilités des citoyens. Et la compétence de recevoir des plaintes a été confiée à un personnage qui existait déjà, qui est l'Ombudsman de la Ville de Montréal. On a élargi sa compétence, on lui a donné compétence sur la charte. Et pendant des années, on a dit, c'est pas sérieux, l'Ombudsman de la Ville de Montréal. Ben, je vous invite à aller lire son rapport de l'an dernier sur le problème, l'enjeu de l'itinérance de la population autochtone dans Parc Extension. C'est extrêmement riche et c'est très, très ancré dans une approche droits humains, ce qui n'est pas le réflexe premier des ombudsman qui très souvent cherchent le résultat plus par la médiation et la recherche des attentes des parties qui se confrontent que par des cadres théoriques purement juridiques. Ce rapport est résolument ancré dans les droits et les droits qui s'opposent. Sa théorie étant, il n'y a pas d'opposition de droit, il y a une tension, mais ce sont les populations itinérantes qui errent d'une porte verte à une porte jaune pour être hébergées, dont les droits sont violés. C'est un langage assez audacieux. Donc, il aura fallu tout ce temps pour qu'on fasse le lien entre l'autorité locale, les droits des citoyens et qu'on passe le gué et qu'on parle maintenant pas dans tous les cas, mais dans certains grands rapports que l'Ombudsman a produits, qu'on parle maintenant de la violation des droits des citoyens. L'autre cas d'école, évidemment, c'est les résolutions des conseils municipaux. Il y en a plusieurs au Canada qui ont décrété certaines villes sanctuaires. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce qu'on pense de l'efficacité d'une telle résolution, plusieurs ont modulé leur engagement pour aller vers les besoins réels. Alors, vous avez la grande déclaration, puis les vrais problèmes, l'école, l'habitation, le transport, la recherche d'emploi, etc. Et il y a eu comme une opérationnalisation qui a reçu plus d'attention finalement que la déclaration elle-même, que Nobody's Illegal, et qui était finalement l'essence philosophique de ces déclarations de ville sanctuaire. Ne perdez jamais de vue qu'à un moment donné, il y a l'enjeu des moyens, mais qu'il ne faut pas non plus ramener l'ambition de la ville des droits humains à sa seule dimension économique. Il faut reconnaître qu'on est une ville des droits humains pour affirmer ensuite qu'on manque de moyens, parce que le fait de dire qu'on est une ville des droits humains, ça cadre les politiques publiques en termes de niveau d'exigence qui ne sont pas l'écho des classiques compétences de la ville ou des municipalités. Alors évidemment, nous sommes au Canada et mon collègue, le professeur David Robitaille, qui est un fervent défenseur du fédéralisme coopératif, lui, il a essayé de voir le multiscalaire canadien, comment ça jouait sur certains grands enjeux entre le fédéral, la province et la ville dans une perspective de droit constitutionnel. Alors, imaginez des exemples comme les pipelines. C'est intéressant, un pipeline. Il y en a un bout qui est fédéral, un bout provincial, puis un bout où certains aspects de l'exploration, du développement, de l'installation qui tombent sous le coup de règlements municipaux. Et là, évidemment, la chicane prend.
qui a préséance sur tout ça, qu'est-ce qui est la compétence résiduaire et ainsi de suite. Pourquoi c'est des thèmes intéressants du point de vue des droits humains? Parce que pipeline, c'est un cas d'école, c'est un thème qui interpelle les citoyens et plus que pour dire pas dans ma cour, parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des intuitions de violation de droits humains qui tantôt sont supportées par la recherche scientifique, l'expertise, tantôt moins. Un autre exemple, c'est bien sûr les télécoms. On se rappellera de la décision de la Cour suprême, Châteauguay et les antennes paraboliques et ses, pour dire le moins, conflictuelles relations avec Rogers Communications. Il y avait une parole citoyenne, il y avait une opinion. Quoi qu'on pense de la façon dont la mairie de Châteauguay a géré le dossier, il y avait une opinion citoyenne qui était vertement opposée à ce qu'ils appelaient des cordes à linge de toiture, parce que ça faisait beaucoup dans le paysage virtuel. Les ports, les ports comme le port de Baltimore, là, pas les cochons, le port de Québec, encore là, forte mobilisation citoyenne et on ne peut pas ne pas en parler, l'habitation et l'itinérance. Ce sont des dossiers très importants et j'en parle souvent avec David parce que c'est comme si on avait subsumé la jurisprudence de la Cour suprême et les enjeux de fédéralisme coopératif parce que dans ces deux dossiers, et sauf au Québec, parce qu'il y a un mur de Chine au bureau du premier ministre, mais dans les autres provinces, le fédéral va directement faire des ententes avec les municipalités. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, il y a une grosse chicane cette semaine entre le ministre fédéral de l'Habitation, M. Sean Fraser, je pense, et le premier ministre Doug Ford. Doug Ford ne veut pas se faire dire par le fédéral comment déployer son plan habitation. Hein, ils appellent ça la chicane du quadruplex, parce que M. Ford n'est pas tellement séduit par l'idée de la densification des espaces urbains. Plusieurs villes, dans plusieurs provinces, c'est un peu plus pénible à conclure en Ontario à cause de l'atmosphère imposée par le gouvernement conservateur, mais plusieurs villes font des ententes directement avec le fédéral, voire des réseaux de villes, Saskatchewan, Colombie-Britannique, font des ententes avec le gouvernement fédéral. Et David et moi, on a des discussions qui ne finissent pas sur ce sujet parce que, littéralement, la compétence, l'assentiment de l'autorité provinciale est escamoté, pas au Québec. Mais, alors, il y en a qui disent, ouais, mais quand même, les municipalités sont assujetties au cadre législatif provincial, bien sûr, mais leur autorité politique, ils l'engagent directement avec les autorités fédérales. Itinérance, Kitchener-Waterloo a fait une entente importante. Ils ont été frappés par un jugement qui leur a dit tu ne peux pas déloger des campements comme si c'était des sacs de poubelle. Là, je n'ai pas les moyens. Puis enfin, ils ont fait une entente assez importante directement avec le gouvernement fédéral. Et ils sont en relation avec Burnaby et, je me souviens, Calgary, je pense. Alors là, ils ont une communauté de bonnes pratiques et ils discutent directement avec le gouvernement fédéral pour, bien sûr, obtenir des ressources, des enveloppes à des fins diverses, dont le logement, mais le logement transit housing, donc le logement de transition pour des populations qu'on espère ne pas éterniser dans des campements à l'égard desquels plusieurs cours d'appel ont dit non, le droit à la vie et à la sécurité peut exiger que tu mettes de côté certains bons vieux règlements municipaux, la nuisance, la sécurité dans l'espace public, etc. Et la charte, l'exigence de la charte va prévaloir sur tes règlements municipaux parce que c'est un enjeu de droit humain. L'itinérance, c'est un enjeu de droits humains, évidemment, avec une exigence de politique publique complexe, j'en conviens, mais ça rencontre ici les droits humains et une nouvelle ou une plus importante horizontalité de consensus
entre le fédéral et plusieurs municipalités. C'est pas toujours facile, je reviens au commerce mondialisé. On a des exemples importants au Québec. Rappelez-vous de la bataille de Restigouche Sud-Est, Gaztem, qui a toujours pas payé d'ailleurs, ce qu'ils doivent à Restigouche, c'était l'eau. Hein? Je ne veux pas ici faire le procès des limites d'une réglementation municipale, mais c'était l'eau et les résidents et quelques centaines de résidents de Restigouche le vivaient comme une atteinte à leur droit à l'eau, à l'environnement sain et à l'eau potable, et c'est comme ça qu'ils l'exprimaient, ce qui mettait une pression inouïe, et le maire l'a reconnu souvent, un stress intense sur une toute petite municipalité. Grenville-sur-la-Rouge, la mine de graphite et Canada Carbone, ils ont résisté municipalement et ont dû régler un certain nombre de conflits avec la MRC avant que finalement la Commission du territoire agricole s'en mêle, mais ce sont les citoyens qui disent non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette ère où on regarde en haut et on dit, ah, c'est quoi le cadre provincial ou fédéral qui nous gouverne, ne sied plus aux citoyens des petites, moyennes, grandes villes qui se tournent vers l'autonomie locale pour qu'elles je vais utiliser l'expression, tiennent debout dans la revendication du respect d'un certain nombre de droits humains. Puis, faut-il en rajouter tout le débat actuel sur la vague des claims miniers. Hein? Alors, ce sont des problématiques qu'historiquement, on aurait réglé ou pas réglé, mais en levant la tête et en disant, ah, OK, qu'est-ce qui est au provincial, qu'est-ce qui est au fédéral? Je pense que politiquement, le paradigme est inversé et on dit, quelle est la posture de l'autorité locale, et après, on nomme les problèmes. C'est clair qu'il y a des problèmes d'harmonisation interscalaire ou interéchelle de réglementation, mais la dynamique est inversée et elle est souvent, pour qui se spécialise dans l'analyse de discours, inversée à partir du cadre de référence de droits humains que les municipalités embrassent plutôt que de répondre comme elles le faisaient au 20e siècle. Oh, moi, vous savez, j'ai un pouvoir de réglementer, puis j'ai un pouvoir de taxation, et voilà. Je pense que cette ère est assez révolue. Alors, évidemment, il reste le droit municipal, ça c'est votre spécialité. Hein? Alors, la loi sur les cités et villes, la loi sur les compétences municipales, l'aménagement, l'urbanisme, plus récemment, la loi sur la fiscalité municipale et encore plus récemment, en décembre dernier, la loi qui modifie la loi sur la fiscalité, où là, il y a des outils tels, évidemment, le régime de taxation, tarifs, redevances, mesures d'éco-fiscalité, redevances de développement. On a accueilli dans mon cours l'automne dernier un directeur de municipalité que je ne nommerai pas et qui disait, ouais, en théorie, on a plus d'outils, on n'a toujours pas de compétences ouvertes, c'était du moins son opinion, malgré l'énoncé générique, par exemple, de l'énumération générique des compétences dans la loi sur les compétences municipales, on se sent tenu d'assez près par le ministère des Affaires municipales ou d'autres institutions du giron provincial. Or, on les vit de très près, les problématiques, et ce n'est pas seulement dans les quartiers pauvres que ces problématiques se déploient, ce qu'on appelle l'itinérance cachée, les problèmes d'appareillage sportif et culturel qui sont de moins en moins universels, de plus en plus tarifés, tous les enjeux de séduction des développeurs immobiliers. Il y a là un mélange des genres
Donc, la question ouverte, c'est est-ce que dans le contexte québécois et malgré les progrès, je pense qu'il faut quand même le dire, de la loi sur les compétences municipales, hein, cette énonciation générique de compétences plutôt que l'éternelle liste d'épiceries interprétée restrictivement des codes municipaux ou lois et cités et villes, comment va opérer cette intersection entre les droits humains des personnes, pas seulement des résidents, mais des personnes dans la ville. Je m'excuse, c'est mon téléphone qui sonne. Et le champ des compétences. Les villes québécoises n'appartiennent pas moins à des réseaux mondiaux de villes que les villes d'ailleurs dans le monde. Et donc, elles souscrivent au principe de Guangzhou, elles souscrivent à la charte agenda des droits humains. Et donc, fatalement, ce sont les citoyens qui invitent à l'ouverture d'un dialogue entre l'éternel sujet des compétences et l'interface de l'objet qui est l'objet de ces compétences, que sont qu'est la ville des droits humains. Alors, je vous ai mis en haut de la page 4 du petit plan maison, là, un texte que j'adore, qui est celui que Prémont et Tremblay-Racicot ont signé en 19 et qui, finalement, dit, il faut regarder ça de plus près parce qu'il y a plus de potentiel pour l'autonomie locale que ce qu'il n'y paraît en apparence dans cette accumulation de modifications successives du droit québécois, tant les compétences municipales que la fiscalité municipale. Alors, les questions ouvertes. Hein, ça fait 1 heure que je babille, là, il faudrait que je vous donne la parole à un moment donné. La question volontairement provocatrice, c'est celle de savoir si la ville débordera ou déborde l'État. C'est clair que dans certains pays du monde, je pense au Kenya, à l'Afrique du Sud, le Mexique jusqu'à un certain point, Kinshasa, Congo, la ville déborde l'État. Elle le déborde. De facto, elle le déborde. Le capital va vers la ville, les institutions internationales vont vers la ville, les banques de développement régional vont vers la ville. Boum! Pour des raisons diverses. Dans certains cas, mais pas toujours, l'incertitude ou le faible coefficient démocratique des gouvernements centraux, l'instabilité de gouvernance, bon, les thèmes chers à l'OCDE et à la Banque mondiale. Mais les villes sont des États à toute fin pratique. Et le droit international les tolère, les Nations unies les tolèrent. Un dernier message, c'est un peu plus que de la tolérance. Si on va vous accueillir, on va aménager la gouvernance pour faire de la place aux villes. Je répète, petite, moyenne, grande, métaville, mégaville. Et c'est en sens ça que j'utilise le thème débordement, c'est qu'on n'adoptera pas un traité international pour dire à propos l'État est débordé, mais de facto, certains États sont déjà débordés par les problématiques urbaines. La densification du tissu urbain est telle que ça se produit. L'investissement chinois dans plusieurs villes africaines actuellement qui décident de l'accès au port, du bail amphithéotique pour l'installation portuaire, qui négocient, pas au Maghreb, mais en Afrique centrale ou de l'Ouest, les villes ont plus que leur mot à dire à cause de cette concentration qui, bien sûr, est accrue par les conflits, les phénomènes migratoires et un droit africain et latino-américain beaucoup plus déployé qu'ici autour du droit humain à un environnement sain, qu'il faut quand même distinguer du droit de l'environnement. Alors, c'est volontairement
provocateur parce que c'est juridiquement erroné, d'une certaine façon, de dire la ville déborde-t-elle l'État. De facto, il arrive qu'elle le déborde. On pourrait, avec toutes les précautions d'humour qui s'imposent, dire que dans le dossier de l'habitation et de l'itinérance au Canada, certaines villes, consciemment parce qu'elles n'en peuvent plus, un peu comme Utrecht l'avait fait envers le Conseil européen, le Comité européen des droits sociaux, débordent les compétences provinciales en ce qu'elles ne se mettent plus en attente ou en posture de subordination pour adresser, pardonnez-moi l'anglicisme, l'enjeu de l'habitation et de l'itinérance. Remarquez bien que ce n'est pas parce que vous débordez l'État comme ville que vous êtes un meilleur joueur des droits humains. Hein. On l'a vu avec les décisions successives des tribunaux en matière d'itinérance notamment. Les cours d'appel de plusieurs provinces ont rappelé à l'ordre plusieurs municipalités qui à la fois souhaitent déborder l'État ou du moins se comportent de la sorte, mais reviennent à une application pour le moins classique et orthodoxe de leur réglementation sur la salubrité, la sécurité, les nuisances, le bruit et les attroupements et ainsi de suite. Donc, c'est un mouvement, hein, c'est pas la formule de l'eau hydrogénée ici, là. Alors, il y a de la mouvance, mais il y a du mouvement. Deuxième question ouverte pour les internationalistes d'entre vous. La ville fait-elle son entrée aux Nations unies? Alors, vous allez trouver dans la biographie, je crois, un article que j'ai publié avec M. Wedra Ogo dans la Revue québécoise de droit international il y a deux ou 3 ans. Alors, on a fait un truc fou. On a pris 1800 quelques entrées diverses de rapports vers les comités de traité et de traitement par les comités de l'information. Notre question, c'était comment traite-t-on la ville dans les instances de traité des Nations unies? 2 raisons. S'il s'agit d'un contrôle normatif d'engagement conventionnel par un État, très prudemment. Hein, c'est le vieux modèle. C'est le comité qui rappelle à l'État qui doit rappeler à ses instances subordonnées de s'enligner sur les engagements internationaux de droits humains pris par l'État en question. Sur le plan politique, Conseil des droits de l'homme, par exemple, qui est une communauté d'États élus pour un mandat déterminé, on croit ou on ne croit pas au Conseil des droits de l'homme, parfois c'est un petit peu surprenant, mais là, on traite la ville beaucoup plus comme le vocabulaire, c'est le stakeholder, c'est-à-dire qu'il y a comme une confusion entre la société civile et la ville. Donc, c'est comme un élément, il n'y a pas vraiment de différence entre IBM, Food International et la ville de San Francisco, mais on la voit et on la traite politiquement un peu dans la foulée des principes de Guangzhou. Troisième question ouverte, c'est toutes des questions ouvertes, je fais mon possible pour vous choquer, là, c'est la ville bouscule-t-elle enfin? C'est mon éditorial, la théorie du partage des compétences, c'est-à-dire tantôt oblitère l'existence de la ville, tantôt la subordonne carrément, soit à la compétence, et c'est là habituellement que le débat juridique se passe, soit à la compétence fédérale ou provinciale. Ce n'est pas un cadre qui favorise l'autonomie des villes. Et j'imagine que dans les années qui viennent, sur le plan de l'habitation, parce que bon, le fédéral est vraiment prêt, on aime ou on n'aime pas le fédéral, là, mais vraiment prêt à dépenser beaucoup d'argent. Aux surprises, les élections s'en viennent, et le besoin est immense en habitation. Là, il va peut-être y avoir
une triangulation d'une théorie qui est plutôt une théorie à 2 joueurs jusqu'à maintenant. C'est cette idée que c'est pas parce que le fédéral est compétent que les provinces sont complètement dénudées dans leur champ de compétences de toute capacité d'agir de manière subsidiaire, mais rarement, sauf pour dire que la municipalité se serait soumise à une réglementation provinciale non constitutionnelle, la municipalité émerge encore dans cette théorie comme un joueur subordonné, que ce soit l'affaire des pipelines, des grandes infrastructures, ou l'habitation et l'itinérance. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vibration là, dans les plaques tectoniques et que les droits humains, c'est un peu le moteur de cette vibration. Question ouverte. La ville, quatrième question ouverte, lieu d'excellence de la participation démocratique. Il y a autant de réponses qu'il y a d'observations empiriques. Ce qui est intéressant quand on regarde la trajectoire historique, c'est que si on retourne au traité européen de 1985 sur les autorités locales, il y avait une suremphase sur la dimension processuelle des droits humains dans la ville, un terme qui nous vient du droit de l'environnement, le droit d'être informé, d'être consulté, de participer à la prise de décision. Je ne fais pas de hiérarchie, là, c'est fondamental et important. Puis il y a eu un mouvement vers le contenu des droits humains, à l'habitation, à l'eau potable, au transport sécuritaire, à la sécurité physique, à la culture, et ainsi de suite. Donc, dans les écrits théoriques, participation démocratique est souvent confinée à la dimension processuelle des droits humains, ce qui s'explique parce que c'est un héritage du droit de l'environnement, qui est quand même cette loi, par exemple, pour prendre le contexte québécois, c'est une loi importante que celle sur l'aménagement et l'urbanisme, mais ça bouge et les citoyens, je reviens à mes récents exemples de Granville, Restigouche, Clay Minier, les citoyens, certes, veulent comprendre, avoir l'information, être consultés, mais ils ont aussi de plus en plus le sentiment que c'est leurs droits qui sont mis en cause et s'approche d'une théorie politique qu'on appelait avant pas dans ma cour, mais à mon avis, c'est un petit peu démagogue de tout mettre nos œufs dans cette analyse, très souvent reprise par les médias, parce que c'est le droit de dire non au potentiel de violation des droits humains à l'échelle locale. Ah, ça pose des bonnes questions. La proximité, le rapport de proximité et à la communauté locale ébranle un petit peu, et je le dis respectueusement, un document comme la Charte québécoise des droits et libertés, où ces gens disent c'est loin. Ce qui se passe dans ma municipalité, c'est proche et c'est ici que je veux mesurer. Hein? Il y a beaucoup de toolkits, de guides, de modèles dans les villes américaines, d'indicateurs de réalisation de droits humains dans la ville. Alors, je pense que quelqu'un au Canada là, qui est à veille d'aller chercher un modèle dans les villes américaines, de dire je vais faire mon évaluation locale à l'aide d'une matrice d'évaluation de droits humains et je vais adopter des politiques en conséquence. Et donc, s'il faut que j'aille chercher les ressources auprès de ma province, j'irai. Puis si les ressources sont à Ottawa, bon, j'irai à Ottawa. Donc, ça, c'est l'effet d'aplatissement. Hein? Après le débordement, l'aplatissement. Alors, j'essaie d'utiliser des gros mots, frapper votre imagination un petit peu, de sorte que
C'est pas pire. Je m'étais dit, je les embête pas plus qu'une heure, puis après ça, ils prendront la parole si ont le goût. La dernière question, c'est que je suis comme tous les passionnés. Les passionnés doivent se raisonner et dire que tout le monde n'a pas la même passion qu'eux autres et ne croit pas à la même hauteur à leur truc. Donc, d'où la finale, hein. Je dis, ben, coudonc, vous, y croyez-vous à la ville des droits humains? Et j'arrêterai là-dessus. C'est pas vilain, Camille. On avait dit peut-être une 15-20 minutes pour la discussion. En vous remerciant de votre incroyablement respectueuse patience, mais peut-être faisiez-vous tout autre chose pendant cette heure. Merci beaucoup. Est-ce que vous... Il y a un écho terrible chez moi. Chez nous aussi. Peut-être dans le chat, pour moi, Oui, peut-être oui. Alexis. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Ah, tu nous entends aussi? Très bien. Ah, merveilleux. Ah, Bon, bien alors, premièrement, merci infiniment. Vous avez utilisé le mot passion et c'était effectivement une conférence qui était passionnante. Vous avez fait la démonstration, en tout cas dans mon cas, que le cours de droit municipal pourrait être un cours d'intégration des acquis à la fin du baccalauréat, au moins pour le droit constitutionnel, administratif, international, les fondements du droit.
droits des libertés, même commerce international et fiscalité. Donc, vraiment, c'était fort riche comme présentation. Ça suscite beaucoup de réflexions. Je pense que beaucoup d'étudiants et étudiantes dans la classe qui ont remis un travail de session il n'y a pas si longtemps, on regrette peut-être de ne pas vous avoir entendu plus tôt parce que la question à laquelle ils devaient répondre, c'est est-ce que les municipalités devraient être reconnues comme des gouvernements de proximité ou des créatures de la loi? Et bon, je pense que vous avez donné la réponse à cette question, dont certaines que j'ai vues dans les travaux. Donc, voilà, la table était déjà mise pour cette conférence sans qu'on le sache. Je ne veux pas m'éterniser, il y a beaucoup de gens en ligne et je veux qu'on puisse discuter. Vous avez posé une question aussi, est-ce qu'on y croit au droit à la ville? Donc, je proposerais peut-être que, comme vous le souhaitez, c'est une formule ouverte, là, on pourrait y aller avec une réponse dans la salle ici, suivie d'une question ou commentaire en ligne. Ensuite, on revient en personne, on va enchaîner comme ça. Et puis, et je pourrais répéter les questions ou commentaires si vous ne nous entendez pas très, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait commencer avec un commentaire ou une question? Oui. Mais je ne suis pas dans le cours, fait que vraiment, si quelqu'un veut parler. Ah, c'est tout à fait correct, Michel, tout à fait. Oui, c'était passionnant. Moi, j'ai noté toute une page. Fait que je vais aller très, très rapidement sur 3 points. Un, je suis un grand sceptique des droits humains à l'international parce que les droits humains ne sont pas définis à l'international, ils sont juste nommés. Et donc, je ne vois pas comment une ville pourrait aller chercher un mot, mettons, droit à la vie, dans un pacte international qui n'a jamais été défini en jurisprudence, pour ensuite l'intégrer dans son droit à elle, puis le rendre effectif. À mon avis, forcément, ça va être comme interprété de manière cohérente avec les chartes en droit national. Donc, je ne vois pas comment la ville pourrait aller chercher le droit international pour s'extirper du droit national en termes de droit universel. Ça, c'est le premier point. Sur les villes créées par la loi, est-ce que c'est un gouvernement ou pas? Moi, je pense que ça reste une créature de la loi. Puis je pense qu'il y a un récent arrêt de la Cour suprême sur la ville de Toronto, sur la composition qui à mon avis, rend un peu caduque l'idée selon laquelle il y aurait une coutume ou une convention constitutionnelle qui accorderait un droit supplémentaire aux villes à ce niveau. Et troisième point, sur les droits économiques et sociaux. Encore une fois, ces droits-là, ils sont posés dans le droit international, mais ils n'ont jamais été intégrés en droit interne. Et je vois difficilement comment n'importe qui pourrait saisir ces droits-là posés à l'international pour obtenir quelque chose en droit national. Donc, ce seraient mes 3 questions. Ça casse bien la glace. Et on devine aussi vos questions à la réponse, y croyez-vous? Non, et je ne crois pas au droit international non plus. Donc, je suis sceptique à 120%. Pourriez-vous nous dire si vous êtes étudiant au baccalauréat ici? Je suis bien appris, mais je transfère en double bac. Donc, Okay, j'ai fait droit des chartes et DIP. Donc, c'est plus D'accord, merci. Voulez-vous une réponse ou s'il y a une autre question? Je pense que vous pouvez répondre et puis on peut peut-être enchaîner ensuite avec d'autres questions. Oui, je veux juste vous dire 2 choses, à la blague, amicalement. Premièrement, le Canada, c'est pas le nombril du monde, hein? Alors, quand on parle du droit international des droits humains, le Canada fait partie des 47%, je pense, le dernier chiffre des États qui n'incorporent pas, je dis pas à la lettre, mais respectueusement, les traités fondateurs de la Charte internationale des droits humains. Je vous invite à lire la jurisprudence constitutionnelle de l'Afrique du Sud ou de l'Inde ou du Brésil. Il n'y a pas de timidité chez un membre sur 2 de la communauté internationale des États à l'égard du droit international des droits humains, premièrement. Alors, on n'est pas seul au monde. Mais le droit voyage. On trouve dans certains arrêts de plus en plus, notamment le droit administratif, tribunaux de droits humains, tribunal canadien, des références aux droits étrangers. L'autre affaire, c'est faut bien voir que si une municipalité se situe par rapport au droit international, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il faut distinguer la clarté de l'énoncé de la norme en droit international. Je sais que c'est très difficile pour les politologues, mais la clarté de l'énonciation de la norme en droit international, c'est une chose.
sa captation, son incorporation en droit domestique, quel que soit le niveau, c'est autre chose. Le droit à l'eau potable est clairement défini, le droit à l'habitation est clairement défini, à un environnement sain. La coutume régionale africaine est extrêmement riche et précise sur ce qu'est le droit à un environnement sain. Non, c'est pas parce qu'on est, c'est ça quand je dis le Canada est orphelin, c'est pas parce qu'on est des orphelins que toutes les nations du monde sont orphelines. Non, j'arrête là. Pour enchaîner avec une question en ligne, est-ce qu'il y en a qui ont levé la main ou qui ont posé des questions, Camille, par écrit? Donc, nous revenons à la salle. Oui, Héloïse. Ben, premièrement, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est très riche de réflexion. Moi, je ne suis pas plus juriste que mon collègue qui a posé la question juste avant, donc ça se peut que je patauge un peu. Mais quand même, je voulais m'intéresser, tant qu'à avoir une personne qui a été très impliquée dans ce texte sur la charte, justement, de Montréal, donc les questions s'est exposées. Il y a quand même beaucoup de questions qui me sont venues en tête, mais grosso modo, je pourrais résumer ici. Un tel texte qui est un peu, j'oserais pas dire c'est un peu nouveau dans nos droits. Ça reste quand même un règlement. On a parlé que la Cour d'appel, entre autres dans le droit à l'habitation, aurait peut-être donné une prépondérance à la charte, à cette charte-là dans certains cas par rapport à d'autres règlements. Mais concrètement, si, admettons, moi, je suis citoyenne de Montréal, je veux utiliser cette charte-là, j'en comprends, je peux aller devant l'ombudsman, mais l'ombudsman, il peut faire que des recommandations, voire aller chercher un appui si les recommandations ne sont pas respectées. Si moi, je suis déjà, mettons, que je me qualifie de citoyen de Montréal, parce que ça aussi, c'est un autre cas, la charte ne le définit pas, ce qu'est un citoyen de Montréal, je veux utiliser cet instrument-là juridique. Je veux m'assurer que les droits qui sont à l'intérieur, ils sont respectés, qu'il y ait une sanction au bout si c'est pas respecté. Comment j'utilise cet instrument? Merci, Héloïse. Premièrement, vous verrez que c'est pas un résident, hein, c'est toute personne. À l'époque, c'était quand même une grande victoire. Toute personne. Maintenant, il y a les victoires et il y a les moindres, il y a les pas victoires. Alors, la pas victoire, c'est que à l'époque, je ne pense pas révéler de grands secrets, intéressants d'ailleurs sur le plan historique, le gouvernement québécois et le ministre des Affaires, je pense qu'à l'époque, on disait le ministre des Affaires municipales, mais ça change tellement, donc souvent qu'on ne sait plus. Mais le ministre des Affaires municipales de l'époque était extrêmement nerveux à l'idée et un peu froissé à l'idée que Montréal se mêle de droits humains. Donc, vous remarquerez que dans ce règlement, il y a une disposition qui dit que le règlement ne peut servir de fondement aux fins d'une poursuite judiciaire. Mais nous, on s'est toujours dit, un jour, ne serait-ce qu'à des fins interprétatives, ce document surgira sous on ne sait quel ciel judiciaire. Mais pour répondre directement à votre question, le chemin est celui de l'ombudsman et de la médiation. Vous ne pouvez pas fonder un recours judiciaire sur la charte. Remarquez bien qu'un esprit créatif peut trouver toutes sortes d'autres fondements et ça a été le cas. Prenez le cas de Saint-Jérôme actuellement et de l'itinérance. Ils n'ont pas eu besoin d'une charte municipale pour dire que les droits humains des campeurs étaient bafoués. Donc, il ne faut pas non plus penser que parce qu'on a un outil innovant, il capte absolument toutes les déclinaisons possibles des droits humains. Si on croit aux droits humains, là, si on n'y croit pas, on est mal barré. Mais on retourne à Henri Lefebvre, on fait une grosse manif, mais on invoque les droits humains pour que la police n'interrompe pas la manif. Mais c'est pas, faut pas voir les outils innovateurs comme des outils qui épuisent le sujet. Il y a déjà tout l'appareillage municipal est soumis
à la Charte québécoise des droits et libertés. Donc ça, c'est l'argument de l'interscalaire. Hein? On ajoute des étages plutôt que de fixer notre regard strictement sur les classiques acteurs ayant des compétences en droit constitutionnel canadien. Parce que ça n'existe pas de municipalité. Hein? Dans la Constitution canadienne, il y a des constitutions où ça existe. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions, Camille? Toujours pas. Toujours pas. D'autres questions? Oui. Je vais me risquer, là, c'est peut-être pas, ça n'a peut-être pas du tout rapport. Je disais un espèce de lien avec le récent arrêt de la Cour suprême qui autorisait les communautés autochtones, en fait, qui a validé constitutionnellement la loi fédérale sur les peuples autochtones par rapport à la protection de l'enfance. Donc, qui permet, parce que dans le fond, le provincial s'opposait à ça puis disait que c'était ultra-vires. Là, ben, la Cour suprême autorise, dans le fond, les nations autochtones de s'auto-gérer au niveau de la protection de l'enfance, donc qui est relié aux droits humains. Et donc, je me demandais s'il y avait un parallèle à faire à l'effet que peut-être est-ce que le fédéral pourrait intervenir de quelconque façon pour éventuellement permettre aux municipalités d'avoir un peu plus de latitude pour les droits humains. Merci. Je ne vous vois pas, mais merci. Je vais inverser votre question, OK, parce que je pense que, premièrement, je ne confonds jamais le droit des autorités locales et le droit fondamental à l'autodétermination des Premières Nations. Et je pense que politiquement, ce qui s'est passé sous le gouvernement Harper à Ottawa, c'est qu'on a tenté de réduire les Premières Nations à des gouvernements municipaux. C'est l'inverse du paradigme que vous évoquez, qui, évidemment, ne veulent pas, pour toutes les raisons du monde, y compris les énoncés constitutionnels que l'on sait, être réduits à une autorité locale. Mais je me souviens très bien de l'époque où le gouvernement Harper, je pense même qu'il y avait eu un projet de loi qui traficotait des amendements à la loi sur les Indiens, l'abrogation de laquelle les Premières Nations sont très divisées. Mais il s'agissait d'introduire là le modèle de la gouvernance municipale. Mais je pense qu'il faut gérer les deux problématiques respectueusement et prudemment et entendre d'abord la voix des premiers peuples lorsqu'il s'agit de leur compréhension et leur choix de gouvernance. Children Aid Society, c'est d'une grande tristesse, mais il y en a plein de recours en cours. Là. Il y en a un pour la santé, il y en a un pour les pompiers, il y en a un pour les usines de pompage, etc. C'est, au fond, l'expression de la recherche d'un correctif à un colonialisme systémique. C'est une décision super importante. Je pense qu'elle est un peu loin de nos pompes, parce que ça inscrit dans la recherche de ce correctif systémique à toutes les injustices que l'on sait et même à celles que l'on ne sait pas. Une dernière question, peut-être? Christine, oui, je pense que... moi j'en ai une. Mais est-ce qu'il n'y en a pas en ligne? Et toi, t'en as pas? Oui, ben j'en ai noté aussi. Je vais te laisser l'occasion de poser la question. J'aurai l'occasion de la poser à Lucie dans un autre contexte. Donc, mais on a le temps pour deux questions, si tu le souhaites. On va voir au prochain cours la question du contrôle judiciaire des règlements municipaux. On a commencé déjà à s'y intéresser. On voit que le pouvoir judiciaire a, dans certains cas, une ouverture, puis ça a évolué beaucoup au cours des dernières années par rapport à l'autonomie locale. Et on sent, en tout cas, il y a une tendance à une forme de reconnaissance vis-à-vis la légitimité des pouvoirs publics locaux
à intervenir sur certains enjeux dont ceux que vous avez abordés, touchent les droits humains, mais notamment la protection de l'environnement. Bon, ce qui a fait dire à plusieurs personnes ici que les tribunaux étaient assez enclins à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité. Je ne sais pas dans la perspective des droits humains, est-ce que vous sentez que le pouvoir judiciaire peut être, au Canada du moins, un acteur favorable à la reconnaissance de la ville des droits humains? Donc, c'est la question que je vous posais. C'est une excellente question, mais moi, je ne crois pas à l'analyse isolée du pouvoir judiciaire. Je le dis respectueusement, les juges vivent dans un contexte, un environnement sociopolitique finalement, il y a un a priori pour répondre à cette question, c'est qu'il faut que les villes y croient elles-mêmes et ne sont pas toutes également situées sur ce thème. Ça veut dire que ça impacte sur la rédaction des règlements, les considérants, le budget, les indicateurs de suivi des règlements qui auraient des impacts sur un ou plusieurs droits humains. Ça impacte sur la gouvernance. On ne peut pas isoler l'impact sur le judiciaire sans considérer le besoin que ça impacte sur la gouvernance parce qu'au fond, c'est la preuve de la municipalité qui doit être modulée afin de plaider en faveur de la légitimité de son règlement. Si la preuve ne bouge pas, le pouvoir judiciaire peut bouger au nom de l'objectif louable de la reconnaissance du gouvernement de proximité, mais il n'y a pas un amalgame naturel entre gouvernement de proximité et droits humains. Cela doit être décliné, créé, énoncé. Merci. Ça va nous animer certainement dans les lectures qu'on a à faire aussi pour la semaine prochaine. Christine, D'accord, merci. Mais en fait, c'est peut-être une question qui est directement liée à vos préoccupations dans votre cours. Mais Lucie, la question qui m'interpelle, là, c'est lié à une formulation à des mots que tu as prononcés en tout début de présentation. Tu sais, tu disais, quand tu parlais des droits humains dans la ville, tu donnais donc certains cas de figure, des cas d'école. Et puis, en fait, tu as parlé des droits humains dans la ville comme étant un concept politique. Puis, tu as fait état du fait qu'il y a certaines villes qui vont décider de s'engager dans ce mouvement-là. Alors, il y a comme quelque chose de volontaire dans cette... il y a quelque chose de volontaire dans le sens où la ville, hormis pour la Charte québécoise ou la Charte canadienne, c'est elle qui va décider de s'engager dans le mouvement, éventuellement, de joindre le réseau international dont tu parlais, etc. Et donc, je me pose la question suivante. Est-ce que finalement, cette volonté de s'intéresser aux droits humains, de se positionner comme un acteur de mise en œuvre des droits humains, est-ce que ça répond à des impératifs humanitaires ou je ne sais pas comment les qualifier, là, ou à des impératifs humanitaires ou alors à une ouverture de la reconnaissance des droits dont les personnes sur le territoire de la ville sont titulaires, ou est-ce que finalement ce n'est pas une instrumentalisation à la fin de faire reconnaître l'autonomie locale? Ouais. C'est une thèse de doctorat, ça, Christine. Oui, mais deux pistes quand même. Je pense qu'il y a toujours un intérêt d'agir. Hein, que personne est un acteur politique désincarné. Qui traverse toute la littérature, peu importe le concept parapluie, ville des droits humains dans la ville, c'est les enjeux de densification urbaine mixés aux autres enjeux que l'on connaît, pauvreté, habitation, changement climatique, etc. La ville essaie de réfléchir autrement, elle est coincée, elle suffoque. Bon, il y a toujours un intérêt quelconque. Par contre, je pense que le mot-clé qu'on prononce pas assez
souvent, quand il s'agit du cadre de référence des droits humains, c'est le mot imputabilité. Et les villes apprennent à jongler avec je dirais un autre concept, une autre conception de l'imputabilité que leur classique responsabilité civile, je ne sais pas quoi, quand l'usine d'épuration ne fait pas son boulot ou des trucs semblables. Donc, c'est vraiment, elles se posturent comme ayant des responsabilités et trouvent dans le langage de droits humains des leviers pour ce faire. Et là s'engage une gouvernance de proximité en matière de droits humains. Mais je ne doute pas une seconde, on le voit dans tous ces dossiers d'itinérance judiciarisée là, qui déferlent d'un océan à l'autre. Là, on attend une décision à Halifax. On voit que les villes sont prêtes à réfléchir, n'ont pas le choix parce que le recours à l'outillage classique de la réglementation, n'importe quelle personne qui ne voit pas, voit bien que ça ne contribue d'aucune façon à mitiger ou réduire le problème. Donc, oups, il y a un intérêt à conceptualiser les enjeux d'itinérance autrement et à accepter sa responsabilité en termes d'alternatives au refuge, de co-construction, de solutions en matière de santé, de centres d'injection, de trucs qui, avant, à l'égard desquels les villes avaient un peu les pieds froids parce qu'ils pensaient en termes de zonage et de nuisance, ils pensent en termes de droits humains maintenant. Ont-elles intérêt? Oui, elles ont un réel intérêt. C'est un immense problème sur leur territoire. Merci, merci. M. Pellerin, je pense qu'il fait tellement beau soleil à Montréal. Oui. Je pense que je vais décréter la pause. Eh bien, ça tombe bien, ça coïncide avec notre pause. Malheureusement, il ne fait pas soleil, mais vous avez ensoleillé notre journée. Je vais vous en envoyer. Donc, Je vais vous envoyer des rayons. Et on vous remercie encore une fois infiniment. On a des sujets de thèse de doctorat, de maîtrise, même sur la table. Donc, merci infiniment. Bonne journée, bonne fin de plaisir. session. Merci. Merci.